Mesdames et messieurs, à bord de Saori, voilà, on est malheureusement pile face au vent. Ce qui nous contrarie évidemment énormément pour pouvoir mettre les voiles. On a quand même fait pas mal de... on a quand même changé pas mal notre cap depuis tout à l'heure. Et pourtant le vent tourne avec nous. Voilà, c'est une spécialité méditerranéenne. Quand il y a du vent, eh ben, il est de face. En tout cas, logiquement, ça devrait pétroliser, et j'espère, pour le calme de ce soir. Et on est bientôt arrivé, donc on va pas faire comme nos vaillants compères qui sont tout là-bas, qui tirent des bords depuis tout à l'heure. Et chapeau à eux. Nous, vu qu'on a que quelques milles à faire, on est déjà à mi-distance alors qu'on a fait 3-4 milles, même pas. Du coup, on va finir tranquillou au moteur. J'ai quand même mis la voile prête à être hissée. On verra derrière le prochain cap ce que ça donne. Voilà. En tout cas, voici la baie de Rossès. Avec la montagne de Rossès qui est juste derrière. Hein, le port est juste là-bas derrière. Et qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Le fameux, je pense que c'est celui-ci, hein, j'imagine que c'est le haut où vous voyez les bâtiments. Et plus aussi tout là-haut. Mais je pense qu'il s'agit bien, du mont. J'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Cap Créus. Voilà, le Cap Créus qui en fait, techniquement, le bout du cap sera juste derrière celui-là. Voilà, on va le voir apparaître dès qu'on aura passé. Dès qu'on aura passé ce petit bout de falaise. Derrière, il y a la baie de Cadaqués qui nous intéresse, là où on va passer la nuit. Et juste après, il y a le Cap Créus. Voilà, mais avec la montagne, le mont Créus, j'imagine, ou le mont quelque chose qui se trouve ici. Et qui délimite la zone de vent. Voilà, on voit que le vent qui vient de la tramontane, donc du côté français, hein, qui est juste derrière ces montagnes-là, va venir longer et rentrer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on n'a pas de tramontane, hein, on a du vent qui vient d'est, de est, sud-est. Là, aujourd'hui, c'est est. Donc, c'est pas... Enfin, c'est pas... J'ai vu que ça pouvait être un vent de... C'est pas forcément du libéchou, ça peut être des vents de terre qui tournent et qui longent les côtes, j'ai vu également. Voilà, écoutez, le Cap Créus est sous nos yeux, grands ébahis. Je suis ravi, malheureusement il y a du vent mais on va pas pouvoir trop en profiter. Ça fait partie du jeu. Ça va juste nous embêter pour discuter tranquillement. Voilà, regardez un petit peu cette magnifique côte. En plus de ça, on a quand même un ciel bien dégagé. C'était pas gagné de base sur les premières météos que j'avais vues à l'époque. Mais on a des petits nuages très sympathiques, bon, qui sont juste au-dessus de la baie, mais qui vont peut-être se transformer en petites chantilly rosées et couleur feu au moment du coucher de soleil. Voilà. À votre avis, quelle heure il est? Vous voyez ça, vous dites, il est quelle heure? Eh ben, il est 3h20, dites-vous. Il est 3h20, donc voilà, on se rapproche quand même. Enfin, on est bientôt en hiver, quoi. On le sent, quoi. On le sent, les journées sont très courtes. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir quand même naviguer, hein. Ça, je vous l'avais toujours dit, hein. Même en Bretagne, même à Douarnenez, l'hiver, il y a toujours... c'est bien habillé, évidemment, il faut des bons cirés, etc. Mais si vous êtes bien couvert, et il y a vraiment des journées qui sont très agréables à naviguer, qui offrent aussi des fois des paysages et des couleurs, mais aussi même presque même des animaux un peu différents, etc. selon les migrations, etc. Donc ça peut être, je me rappellerai toujours de cet hiver en mer d'Iroise qui était vraiment sublime. Voilà, nous cet hiver on sera en Méditerranée. Moi j'ai des projets pour Saori, je vous en parlerai plus tard. On attend déjà de passer la frontière, d'arriver en France, de trouver un bel endroit, et après je vous communiquerai un peu la suite du programme pour Saori. Mais chaque chose dans son temps, étape par étape. Il reste plus que quelques dizaines de milles. D'ailleurs, à Rossès, on était à 1995 milles du départ de Oléron.
Et là aujourd'hui on va faire un peu plus de 5000, on va faire 8000 et quelques, 8000, entre 8 et 10. Donc là dans quelques instants on va franchir le cap des 2000 milles parcourus avec Saori. Et ça c'est quelque chose, quand même, ça fait plaisir à voir. Voilà, j'espère que le vent est pas trop désagréable, j'essaie de le cacher un peu comme je peux. J'essaie de vous montrer aussi des beaux paysages, regardez. Oh, c'est vraiment beau. Et là ça devient enfin de nouveau tout inhabité, hein, comme a été tout le long de l'Espagne, c'est quasiment tout comme ça, à part la Costa Brava, qui est réputée hein, pour être très construite, très balnéaire, mais qui fait pas défaut quoi à la légende. En tout cas, c'est pas non plus, tout n'est pas horrible, hein, attention, hein, mais bon, il y a quand même, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un paysage comme celui-ci, en tout cas. Donc ça fait plaisir de revoir un petit peu de nature. Voilà, écoutez, je vais continuer. Ce que je vais faire, je vais rester un peu comme ça, essayer de vous cacher au mieux du vent. Je vais faire ce que je peux. Et puis voilà, on va discuter un petit peu. Je surveille toujours devant. On va discuter un peu, je vais m'asseoir, je vais faire en sorte que ça tremble le moins possible, que ça soit le plus stable pour vous, le plus agréable. Mais vous m'excuserez, face au vent, c'est toujours un petit peu compliqué les vidéos. Et vu que juste après on va être arrivé, et ben j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo en navigation. Donc je voulais quand même vous faire profiter un petit peu de cela. Voilà, les conditions sont quand même idéales. Alors écoutez, de quoi on va parler? Moi j'aimerais bien quand même vous faire un petit récapitulatif rapide de Valence jusqu'ici, parce que je vous ai quitté avec les vidéos à Valence, si je dis pas de bêtises. Et ouais, je crois que j'étais arrivé avec vous jusqu'à Valence. Et après j'ai eu de la famille qui est venue un petit peu profiter du fait que je sois en Espagne et pas trop loin pour me rejoindre, faire quelques belles navigations. Des navigations qui étaient quand même assez simple, puisque c'était un peu du tout droit sur mer plate, en longeant la côte. Donc au final pas grand chose à raconter d'exceptionnel sur ces navigations. En tout cas le parcours ça a été, vous le verrez sur Saori Sailing, hein, sur le guide des ports, il y aura évidemment toutes les traces où Saori est passé, donc vous allez voir le détail de tous les ports avec les photos etc à chaque fois. Mais en attendant, de mémoire, on est allé à Oropesa, je crois que c'était le premier. Bon, on a fait juste une escale une nuit, hein, donc pas grand chose à raconter, à part si ce n'est qu'il y a une petite plagette qui est juste derrière, assez compliqué d'accès, mais très jolie, très mignonne, vraiment, parce que Oropesa, de base, c'est une ville qui est juste derrière le port, derrière un petit pan de falaise, un peu comme là, et derrière c'est une grande plage construite avec des grands bâtiments, des grands immeubles et tout. Le port est un peu excentré, un petit peu préservé de tout cela, et entre les deux, il y a une toute petite plagette qui est très mignonne. Donc pour faire une petite halte de quelques jours, voire même 2-3 jours maxi, c'est vraiment pas mal. Par la suite, nous sommes arrivés à la Rapita. La Rapita qui se trouve donc delta de l'Èbre. Ça je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc le delta de l'Èbre, c'est un fleuve qui prend sa source dans le Pays Basque espagnol. Je vais essayer de me mettre comme ça, il y aura peut-être moins de vent. Dans le Pays Basque espagnol, et donc il prend sa source dans le Pays Basque espagnol, il traverse tout le long de l'Espagne et il va se jeter entre, comme je vous ai dit, entre Valence et Barcelone, grosso modo. Et donc c'est un des fleuves importants d'Espagne, j'imagine, un des fleuves principaux. Et dans son delta, écoutez, il y a quelque chose de poétique là-bas. Donc vous savez que les deltas des fleuves, c'est quand même là où naissent, où commence la chaîne alimentaire, avec la naissance du plancton, du phytoplancton et du plancton, grâce notamment aux sels minéraux qui sont déposés par les rivières après avoir ruisselé des montagnes. Donc ces endroits-là, c'est des bassins de vie, quoi, si vous voulez. C'est des endroits
dunes à préserver, à faire très attention. Il faut évidemment que l'eau qui s'y déverse soit la meilleure possible, hein, sachant qu'il y a quand même toutes les usines de plusieurs régions, donc des dizaines et des dizaines d'usines ou autres, hein, égouts, je ne sais quoi, traitement des eaux ou quoi, qui se jettent dedans, hein, qui utilisent cette eau, irrigation et tout, on peut tout imaginer. L'eau est complètement utilisée tout le long de ce fleuve et rejetée à la fin, parce que par soit directement, soit par capillarité dans la terre. Mais en tout cas, ça finit quoi qu'il arrive dans ces grands fleuves. Et ces grands fleuves qui, à la base, sont de l'eau de source bonne et nécessaire et chargée en sels minéraux, se déversent dans ces deltas et créent le début de la chaîne alimentaire et donc tous les premiers maillons qui vont avec. Donc il y a plein de vie, il y a énormément de vie, que ce soit même végétale, animale, etc. Donc c'est toujours des endroits... qu'est-ce qu'on pourrait dire en France? Il y a quoi comme grand delta? Il y a la Camargue, il y a les deltas, juste même tout simplement ce qu'il y avait dans la rade de Brest aussi, mais même des plus grands deltas, bon bref, tous les fleuves, hein, la Seine, le Rhône, la Loire, le Rhin. Mais en tout cas même des grands cours d'eau peuvent être source importante de nutriments. Et si vous regardez une carte de où se crée et où se prolifère le plancton, c'est pas à 200 000 au large, hein, c'est vraiment le long des côtes. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est important de préserver aussi la qualité des eaux dans ces endroits-là. Voilà, un endroit du coup qui était somptueux, hein, au niveau de son paysage. Il y a des grandes montagnes un petit peu comme celle-ci, au loin. Et surtout, il y a ce grand delta, il faut le voir sur une carte pour comprendre. D'ailleurs, c'est un petit peu particulier, hein, puisqu'on a donc le delta qui se jette dans la mer, mais on a une bande de sable qui remonte sur la droite, une bande de sable qui remonte sur la gauche, deux grandes digues naturelles qui fait vraiment un parc naturel incroyable. Et je trouve, quand on regarde sur une carte, je trouve que ça a une forme très, comment dire, féminine. On va dire ça comme ça. Une forme très féminine, qui plus est du début de la vie en soi. Et je trouve, mais après c'est purement, il n'y a rien de scientifique là-dedans, hein, mais je trouve que cet endroit-là, ce delta-là, forme comme le début de la vie, voilà, au niveau féminin, etc. Avec le fleuve qui parcourt de l'intérieur des terres, plus ces deux trompes comme ça qui partent de chaque côté. Voilà, donc ça fait vraiment quelque chose de maternel, quoi. Je ne saurais pas le dire, mais il y a quelque chose de comme ça, on sent que c'est le berceau de la vie, c'est le berceau de la vie. Donc un endroit à protéger énormément et à préserver. Qui plus est, le port, c'est du 5 étoiles, il y a une piscine qui se jette, piscine à débordement qui se jette dans le port avec les bateaux tout autour, petits restaurants et tout. C'est un peu une dinguerie quand même, hein, et c'est pas cher du tout. Et il y a de la place, et il y a des catways, et les catways sont assez grands, et c'est protégé naturellement, etc. Et en plus, c'était déjà, depuis longtemps, c'était un endroit naturellement protégé. Donc depuis longtemps, c'est un endroit utilisé par les marins comme refuge. Bon, il n'y a pas trop de vestiges non plus, hein, mais en tout cas, c'est quand même un endroit qui est prisé des marins, voilà. À cet endroit-là, j'ai eu le temps de m'y arrêter quand même quelques temps, de faire un peu le tour, aller voir des marées. Il y a des marées incroyables tout le long et tout. Je vous invite à vous balader dans ce delta, c'est incroyable. J'ai vu des grues blanches plus hautes que, que je n'avais jamais vu. Elles m'arrivaient à l'épaule, quoi. Elles m'arrivaient à l'épaule, des grues blanches. Sans parler de l'envergure, hein, je parle juste de la hauteur. Une hauteur incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle devait manger, mais en tout cas, pourtant j'en ai vu, hein, à Oléron, en Charente. C'est quand même réputé pour tout ce qui est oiseaux des marais, des hérons, des grues, des aigrettes. Il y en a à perte de vue. Donc c'est des oiseaux que je connais bien, mais j'avais jamais vu des grues aussi grandes. Elles étaient presque une fois et demie plus grandes, si ce n'est 2 fois plus grandes que celles que on voit
en Charente. Donc c'était très impressionnant. Voilà, on voit que les oiseaux ont le temps de se développer. Qui plus est, c'est un endroit protégé. Donc forcément, on peut aussi croiser des oiseaux, des animaux qu'on voit pas partout. Enfin, qu'on n'a pas la chance de croiser comme ça, aussi à l'aise dans leur état naturel. Voilà, Delta de l'Èbre, il faut que je vous parle quand même d'une histoire, d'une rencontre. Normalement, quand je suis pile face au vent, il n'y a pas trop de vent dans la caméra, dans le micro. Donc on va rester un petit peu comme ça. Donc je vais vous parler de ma rencontre incroyable du Delta de l'Èbre. J'étais dans un bus qui menait à la Rapita, puisque je m'étais déplacé jusqu'à Barcelone pour visiter un petit peu Barcelone. Et dans le bus retour, bon évidemment, vous êtes en Espagne, les gens sont adorables, il n'y a pas d'autres mots. Ils sont serviables, ils sont altruistes, ils sont avenants, ils sont tous des mots qu'on a complètement oubliés. Leur définition, ah bah là vous retrouvez directement. Donc pour trouver le ticket de bus, etc., c'était un endroit que je connaissais pas, des gens m'ont aidé et tout. En rentrant dans le bus, je m'assois et mon voisin à côté, sur le siège de l'autre côté du couloir, me parle un petit peu. Moi je bégaye 2-3 mots en espagnol. J'aime bien essayer de parler espagnol avec les gens au maximum. Et dès que mon lexique m'abandonne, c'est-à-dire au bout d'une phrase et demie, je commence à parler une autre langue, soit français, soit anglais, soit italien. J'essaye d'arranger un peu. Voilà. Et donc je rencontre cette personne-là qui me dit comment on s'est rencontrés à la base, parce que c'était très particulier. Donc au début il doit me raconter, voilà, le bus, et si il faut descendre là, etc. Merci beaucoup, c'est gentil et tout. Et je sais pas comment on en arrive là, mais je crois qu'il me raconte que lui, il est pêcheur dans le delta de l'Èbre. Donc je me dis, ah bon. Dans ma tête, je me dis, c'est quand même bizarre, un endroit préservé, protégé, etc. Il me dit qu'il pêche de ci, de ça, etc. Et donc j'essaye d'en comprendre un petit peu plus. Alors à partir de là, il parlait français, hein, donc c'est pour ça que j'ai pu longuement parler avec lui. C'est parce qu'il avait un très bon français, merci à lui. Et du coup on a pu comme ça discuter longuement. On avait 1h30 de bus et on a parlé pendant 1h30 non-stop. C'était assez impressionnant. On a commencé la discussion avant même que le bus démarre. Et on a dû mettre fin à la discussion en plein milieu. Au moment où j'ai dû descendre du bus, quoi. C'était assez incroyable. Ça arrive quand même rarement, ce genre de situation, quoi. Et c'est toujours très agréable. Et donc il me raconte qu'il est pêcheur, etc. Et après je comprends, il me raconte qu'il fait de l'élevage. Donc moi, vous savez, mon discours là-dessus, je préfère de l'élevage pour nourrir les hommes avec des poissons, vu que les hommes aiment bien manger du poisson en quantité. Donc je préfère qu'il soit élevé, dans des comment on appelle ça, dans des fermes à poissons, des piscicultures, qu'on aille les choper au large où ils sont les sauvages, vu que les sauvages, il y en a très peu, il en reste plus beaucoup. Ils sont traqués avec des méthodes toujours plus importantes et toujours plus loin et toujours plus violentes. Donc quitte à manger du poisson, je préfère encore qu'il soit élevé que sauvage. Voilà, ça c'était mon sujet. Et donc parce qu'au début c'est ça, ouais, au début, avant qu'ils me disent qu'ils fassent de l'élevage, c'est ça. Il me dit, on importe des quoi, je sais plus ce que c'était, pas des dorades, mais des bars, ou je ne sais quelle sorte de poisson. Et on les importe d'ailleurs, et on les met dans le delta pour qu'ils s'y développent. C'est ça qu'il m'a dit texto. Ah, moi je fais des grands yeux, et je lui dis, mais vous n'avez pas peur que ça change l'écosystème du delta qui est fragile, etc. Avec des pincettes évidemment, hein, parce que bon, c'est un pêcheur, c'est son métier, donc je respecte, je tolère, je surveille le bateau là qui est prioritaire, hein, puisqu'il est à la voile, mais ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir mettre les voiles après, ça va être cool. Donc je discute avec lui, et là il me raconte donc qu'il fait il importe des poissons pour qui se développent dans le delta. Donc je fais des gros yeux.
Et là, je comprends par la suite qu'en fait, c'est de la pisciculture et que donc les poissons, ils n'ont pas de chance, je pense. Hein. Après, il reste encore peut-être que, je ne sais pas, hein, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que des poissons, s'ils sont en pisciculture, ils vont pas endommager ou ils vont pas changer la chaîne alimentaire et l'écosystème local. Après, je me trompe peut-être. Je vais lui faire comprendre que je passe derrière direct, au moins il va pas... Ça c'est toujours sympa, vous voyez. Là, paf, au lieu d'attendre le dernier moment que lui il est à la voile, il me surveille, il se dit le mec il est au moteur, peut-être qu'il est full au moteur, au pilote et il regarde pas, donc il faut que je reste concentré. Toutes les 2 secondes il est à la barre en train de surveiller où je vais. Non, je vais lui faire comprendre au plus rapide, le plus rapidement possible, que je passe derrière lui. Lui il va pouvoir tranquillement se dire ok, il m'a vu, il passe derrière, il n'y a pas de souci, je vais continuer devant. Maintenant il le sait puisqu'il l'a vu, et donc par la suite, une fois que je sais qu'il va être passé, je vais pouvoir quand même repartir dans ce sens là qui m'arrange, et lui il saura que je vais pas lui rentrer dedans, qu'on s'est vu, etc. Il est au courant qu'on s'est vu, alors que tant que j'ai pas bougé, tant que je vais pas montrer que j'accepte la priorité et que du coup je le laisse passer en tant que prioritaire, et ben il y aura ce on ne sait pas. Et voilà, il y a des gens qui préfèrent attendre au dernier moment, les 20 derniers mètres, comme s'ils étaient en régate comment ça s'appelle, American Cup là, et qui ils se coupent juste derrière parce qu'ils aiment bien ça. Mais ça n'a aucun sens et ça perturbe les gens qui profitent de leur navigation, qui plus est à la voile. Donc eux ils sont en train de se régaler pour l'instant. Voilà, donc je continue rapidement. Donc il me raconte tout ça, je comprends que c'est de la pisciculture, donc là j'en parle et tout, parce que ça m'intéresse du coup, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet, typiquement, c'est un sujet pile qui m'intéressait en plus à ce moment-là, etc. Ayant vu beaucoup de pêche récemment, en ayant fait tout le tour et tout, et beaucoup de pêche de poissons sauvages, j'avais envie de me renseigner avec quelqu'un qui s'y connaissait en pisciculture et qui en plus de ça, je voyais dans son discours qu'il était très touché par l'environnement, l'écosystème, etc. Et que c'était quelqu'un qui au contraire était vraiment très intéressé sur la protection du delta de l'Èbre, etc. Donc c'était parfait. Finalement, nos discours sont rentrés en harmonie et j'ai bien compris qu'il était très attentionné là-dessus et du coup j'ai pu en profiter pour lui poser une batterie de questions. Voilà, et après notamment ce qui m'a fait très rire, et c'est là toute l'anecdote de la vidéo, parce que pourquoi vous raconter tout ça, c'est pas forcément très intéressant pour l'instant. Ça l'a été pour moi parce que c'était très enrichissant, je peux pas vous retranscrire toute la discussion, mais en tout cas il y a un passage qui était très rigolo. C'est quand il m'a expliqué que là où ils allaient chercher, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est des alevins, je suis pas sûr, hein, mais en gros c'est des bébés poissons. Là où il va chercher les bébés poissons, c'était à Labré-les-Bains, île d'Oléron, quoi. Labré-les-Bains, île d'Oléron. Et on se retrouve dans le bus à la Rapita à discuter de poissons, quoi. Incroyable, c'est de là où part Saori, hein. On peut pas faire mieux. Labré-les-Bains, c'est à 1 mile de Saint-Denis d'Oléron, pour vous faire simple. Voilà. Donc, il prend ses poissons à Oléron, poissons que je connais bien, des alevins, et ils vont les mettre en pisciculture, à la Rapita, etc. Donc, voilà, c'est des choses qu'on voit beaucoup, hein. On parle aussi beaucoup de... J'ai en exemple l'étang de Thau, hein, qui est là pour le coup, ça vous parle plus, c'est français. L'étang de Thau qui se trouve en dessous de Montpellier, qui est un étang qui était très réputé pour ses huîtres plates, etc., qui étaient cultivées de longue date dans l'étang de Thau. Alors j'ai pas tous les détails, hein, c'est un sujet très délicat, très compliqué, mais en tout cas les huîtres là-bas, je crois qu'elles tenaient plus parce que le manque d'oxygène dû au fait qu'il y a trop de chaleur, et du coup dans l'étang de Thau il y a des bactéries qui se propagent parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau. Donc ça c'est un fléau, hein, qui est dans l'étang de Thau, et je crois que les anciennes huîtres n'avaient pas survécu. Et c'est des phénomènes qui arrivent quasiment chaque année, hein, aujourd'hui, hein, ils sont au courant. Et donc ils vont importer des bébés huîtres
du Japon pour les des bébés huîtres, donc du Japon, pour les élever dans les tantos, d'accord, parce que elles sont plus costauds, elles tiennent mieux, ou alors elles ont un plus gros calibre, ou j'en sais rien, mais en tout cas économiquement elles sont mieux. Donc ils importent ça du Japon. Sauf que on a fait des études dans les tantos, pas moi, hein, des scientifiques, hein, ceux qui font des conférences, etc. C'est pas un truc que j'ai lu nulle part, c'est des conférenciers qui l'expliquent ça. Et donc ils ont plongé, ils sont allés voir un petit peu les espèces marines végétales qui se trouvent dans cet étang actuellement. Et on en a décompté 27 espèces différentes, je crois. Et sur les 27, il y en a 25 qui sont d'origine japonaise. Voilà. Et que 2 qui étaient de base dans le truc. Donc on voit que, vous voyez, comme quoi même la pisciculture, ça doit sûrement faire aussi la même chose. Mais en tout cas, d'importer comme ça pour que vous puissiez manger les fausses huîtres de Tho, hein, il faut quand même l'annoncer, puisque c'est des huîtres du Japon. Donc élevées à Tho, si vous voulez, grandies à Tho. Elles sont nées au Japon, hein, donc c'est quand même quelque chose. Qui ont été transportées à travers toute la planète. Hein, ça a traversé quand même, on peut pas faire plus loin que le Japon, à part peut-être l'Australie. Mais bon, ça a tout traversé. C'est arrivé dans les tantos de Tho. Et là, ils en font leur commerce, etc. Mais ça change tout l'écosystème de l'endroit, quoi. Donc voilà, c'est aussi des choses, renseignez-vous sur ce que vous mangez, sur quand c'est que vous les mangez, etc. On parle souvent des fruits de saison. Bon bah les poissons, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs tous les animaux, il y a des moments où des périodes de reproduction, bon bah c'est pas le moment où il faut les manger. Après, pour les poissons en soi, pour les huîtres de l'étang de Tho, vous voyez que vous achetez des fameuses huîtres de l'étang de Tho, mais au final elles n'ont rien de cela, quoi. Et c'est un exemple parmi des millions, hein. Donc surveillez bien. C'est pareil, si vous mangez une moule frite sur la côte bretonne ou Charente-Maritime, etc., qu'ils en vendent en pagaille, hein, les moules frites en bord de mer, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup, qui est très apprécié des touristes. Les moules frites, il faut savoir que si vous les en mangez avant début août, mi-août, début août, ça sera des moules qui seront importées de l'autre bout du monde. C'est pareil, les moules en France ne se développent que à partir de août. Et pourtant, elles sont vendues dès début juin, dès l'été, etc. Il y a des moules frites de partout. Et vous les verrez, elles sont toutes petites. Vous vous plaignez, vous dites « Ah, c'est bizarre, elles sont toutes petites les moules ici, elles n'ont pas le temps de se développer. On doit être en juin, ils ont dû les récupérer trop tôt. » Mais rien à voir, rien à voir. Donc les moules en France, on les récupère à partir du mois d'août. Et du coup, on les récupère à partir du mois d'août. Et si vous en mangez avant, et ben c'est qu'elles viennent d'ailleurs. Voilà. Bon écoutez, hein, c'est pour renseigner ceux qui sont peut-être pas au courant, hein. Il y a des gens qui sont pas au courant. Après vous faites bien malheureusement comme vous voulez, hein. Hop. Mais en tout cas c'est pour vous prévenir. Il n'y a aucun problème à manger des moules mi-août en Charente, parce qu'elles viendront du coin, elles seront énormes, elles seront délicieuses, elles seront bonnes. Mais et au moins ça fait un circuit court, quoi. Ça fait un circuit court. Essayez de raccourcir au maximum vos circuits. On en reparlera peut-être à d'autres moments. Qu'est-ce qu'il fait? J'allais regarder le bateau pour me dire est-ce qu'on est bon. Et là quand je vois les voiles qui s'assaillent comme ça, je me dis c'est pas terrible. Est-ce qu'il a l'eau fait? Parce que nous on veut aller là. Peut-être attendre encore un petit peu. J'allais hisser la voile, mais on va peut-être attendre un petit peu encore. Voilà, le vent est en train de tomber, j'ai l'impression. Donc je vais hisser et ça va pétoliser. Mais c'est pas grave, on va juste là-bas nous. Donc on va pas très loin. On va hisser histoire de faire un beau bord, histoire de dire qu'on a fait un peu de voile quand même. Parce que ici on déteste le moteur. On déteste ça. Voilà, bah écoutez, pour le delta de l'Èbre, je pense que c'est à peu près tout. Je vous invite à aller voir. Il y a toutes sortes d'animaux qui vivent là-bas. J'ai vu un serpent de mer passer juste devant Saori, je crois que c'était un serpent. Je me suis pas jeté à l'eau pour vérifier, mais j'ai cru voir un serpent de mer passer juste devant Saori, mais au milieu de la mer, hein.
Et donc voilà, il y a des bestioles étranges. Et qui plus est, le port de la Rapita, c'est 6 étoiles. C'est 6 étoiles, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et en plus de ça, il est pas cher. Donc je vous invite à faire une halte là-bas. Tiens, il roule son Genoa. Il roule son Genoa. Très bien. Eh bien écoutez, je vais continuer rapidement parce qu'on a bientôt fini. Comme ça après je coupe, je vais hisser les voiles et puis je vous reprendrai peut-être plus tard. Il faut que j'aille recharger la GoPro parce qu'elle consomme énormément. Donc par la suite, nous sommes allés à Moraira. Je crois qu'on est allé à Moraira, mais je suis pas sûr. J'ai peur de comme ça là sans la carte. Bah attendez, je vais regarder la carte, je l'ai là. Tout simplement. Alors. Donc le premier qu'on a fait, c'était, on est parti de Valence, on est allé à Oropesa, c'est bien ça. De Oropesa, on est allé à La Rapita. De La Rapita, je suis allé, ça je l'ai fait en solo, je crois. Ouais, je l'ai fait en solo, mais il n'y avait pas de vent, c'était pas très intéressant. Et je suis allé à Tarragone. Tarragone en français, c'est... Je vais quand même... Attendez, pas dire trop au large. Tarragone, c'est tout simplement l'endroit avec l'amphithéâtre que je vous ai normalement posté. Voilà, j'espère que la qualité, j'ai pas trop regardé encore sur grand écran le coup de la buée, mais en tout cas ça, Tarragone, vous n'avez pas beaucoup de navigation ou même du port. J'ai quand même pris des photos du port et de la capitainerie comme d'habitude pour le site, mais vous avez une seule vidéo, c'est celle de l'amphithéâtre. Je pense que c'était le plus intéressant en soi. Voilà. Par la suite, Tarragone, on est allé à... Et là, on a fait une grande nave. Ah ben non. Oui, on a fait une grande nave jusqu'à Barcelone. Donc Barcelone que j'ai pu découvrir. En plus de ça, j'étais en famille, donc c'était sympa. J'y étais allé qu'une seule fois en coup de vent. Là, j'ai pu y passer 1 ou 2 jours. Donc c'était très sympa, pas grand chose à dire. Une ville pas grand chose de marin à dire, quoi. Il y a énormément de belles choses que vous pouvez très bien aller voir si vous y allez en train, en avion. Voilà. Par la suite, Barcelone, le port était pas incroyable, voire même pas top. On ne parle pas du port avec le pont qui s'ouvre et qui est celui qui est en plein milieu de la ville. Nous on est resté à celui qui est juste au pied de la Rambla. Nous on est allé à celui qui est à l'extérieur, le port olympique de Barcelone, qui est un petit peu au nord, mais qui est quand même en plein dans la ville, au début des plages. Voilà. Et par la suite, oui, il manque un Moraira quelque part. Hein. Il y a un Moraira qui est perdu au milieu, où on a fait escale. Pareil, une nuit, hein, c'était le temps de faire escale, de dormir et de repartir le lendemain. Et par la suite, eh ben, écoutez, on est allé jusqu'à Palamos. Palamos, bon, c'est très, pour le coup, on est encore toujours dans un truc très Costa Brava, avec pas grand chose à raconter, c'est très cher. Donc voilà, pas énormément de choses à raconter, je crois, à Palamos de souvenirs. Et par la suite, Palamos Roses. Et là, Roses, je vous ai montré un petit peu des belles images, mais ce que vous n'avez pas vu, ce que j'ai pas eu le temps de vous capturer, c'est la citadelle de Roses qui est assez incroyable, qui est chargée d'histoire. Je finirai là-dessus. Citadelle de Roses qui se trouve juste là-bas. Roses qui est donc un port qui a été construit par les Grecs. Les Grecs qui ont construit au préalable Massalia, plus tard qui s'est nommé Massilia par les Romains et qui plus tard s'est nommé Marseille par les Français. Donc les Grecs qui ont construit Marseille sont venus jusqu'ici. Pourquoi Roses? Parce que c'est le premier port de repli après la Trame et après le Mistral. Donc nous on va dans l'autre sens, donc c'est le dernier port de repli avant de rentrer dans la Trame et le Mistral.
et qui est très bien protégé. Donc c'était un port très intéressant. Qui plus est, par la suite, c'était sur la route non pas Marc, la route Auguste. Donc une fois que les Romains sont emparés un peu du coin. Et donc à la base c'était des Grecs qui sont venus là pour faire des ateliers, pour vendre des amphores, faire de la poterie, faire ce genre de choses. Des choses qu'ils savaient très bien faire et qu'ils exportaient un petit peu dans le monde entier. Et du coup ils venaient faire des amphores directement ici, vu que j'imagine qu'il faut que de l'argile pour faire des amphores. Donc ça se trouve un peu partout. Ce qui manque juste c'est le savoir, les ateliers, etc. Donc ils sont venus ici pour créer, et vous voyez les ruines hein, des fondations de ces ateliers là et tout et tout. Par la suite, juste à côté, on a des fondations romaines avec évidemment les thermes et compagnie, des dortoirs en soi et des trucs un peu militaires, mais surtout le classique avec les thermes. Vous savez quoi, on va hisser la voile hein, je pense que ça va être le plus simple. Comme ça on va pouvoir continuer. Je regarde juste la vidéo, ça sera une longue vidéo mais c'est pas grave, on aime ça. 36 minutes ça c'est une chose et 28% ça c'est autre chose. Donc on a pile le temps de hisser je pense et de continuer la discussion. Donc première chose à faire, on ralentit le moteur, pas besoin de hisser à 3 nœuds. On veut juste que le bateau se maintienne un petit peu face au vent, gentiment. Deuxième chose, on va venir chercher le face au vent. On va venir choquer notre palante GV. On va venir choquer notre Alba dans le but que la baume puisse lever comme ça. Voilà, si vous ne pouvez pas lever votre baume comme ça, il ne faut pas hisser votre voile. Après, on va préparer ça. Le seul truc, c'est que il faut juste... Hop, on s'accroche parce qu'on va sur le pont, que ça bouge. Il faut juste faire ça, voilà. Hop. Voilà. Tac. On ouvre bien, on voit que les ris sont déjà lâches, donc on n'aura pas besoin de s'en occuper. On va quand même juste les choquer au cas où. Tac, tac. Voilà. Et par la suite, on va ouvrir ça. Là, on a toujours le même problème, c'est la drisse qui se coince parce que quand je laisse la drisse trop longtemps, ce qu'on va faire, regardez, hop, quand je laisse la drisse trop longtemps pas hissée, et ben des fois, qu'est-ce qu'elle fait? Cette vilaine, elle va se coincer dans le feu de hune, voilà. Et donc si ça vous arrive, j'ai la strat ultime, donc je vais vous la partager. Voilà, j'aurais dû vérifier évidemment avant de hisser que ma drisse était bien claire. Donc voilà, on s'accroche. Le problème, vous voyez, c'est que la drisse, à force de se balader face au vent, elle est venue se caler dans le feu de hune. Et là, si je hisse, bah, vous avez vu, dès que ça a à peine forcé, j'ai arrêté instantanément de serrer. J'ai dû lever la tête et pour vérifier ce qui se passait. Et vous voyez que c'est la classique. La drisse est prise. Et donc là, c'est un peu embêtant parce que si vous êtes avec votre drisse, vous avez beau affaler, bouger dans tous les sens, elle restera coincée. La technique que j'ai trouvée, vous venez, hop, choper votre drisse de spi au préalable. Regardez, attendez, je vais vous montrer que vous voyez bien. Voilà. Donc là, vous voyez le problème. Je vais venir me coller la drisse de spi le long du mât, passer sous ma drisse de GV, et là d'un coup sec, ah voilà, ça n'a pas marché parce que c'est tendu, mais hop, encore une deuxième fois, et allez, il y a des vagues, et voilà, et 2, 3. On va venir accrocher ça. On se décroche. Voilà, impeccable.
hop, on rechoque, on revérifie que la baume monte bien. C'est bon, on refait un petit tour là. Voilà, pas besoin de forcer, pas besoin de se faire mal au dos. Complètement inutile, votre dos vous en avez besoin pour la navigation, pour s'il y a des moments de danger. Hop, on ferme le piano. Tac. À venir border, se mettre au près, ralentir le moteur, couper le moteur sur neutre et on avance dans la bonne direction. Let's go. J'avais peur de ne pas pouvoir passer le cap, mais apparemment ça passe nickel. Première chose, écoutez bien, c'est le meilleur moment. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas bien là? Ah bah écoutez, c'est parfait, on verra pour le réglage juste après. Pour l'instant, mon seul but c'est de pouvoir passer le cap sans trop déraper. Puis on se mettra un petit génois. Voilà, l'idée c'était de pouvoir continuer un peu cette discussion au calme. Voilà le Cap Creus qui est devant vous. Hop. Attendez, il y a encore de la buée? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Ah non, c'est les nuages. C'est les nuages. Voilà, écoutez, on va conclure cette vidéo. L'idée c'était de finir avec Rosès. Donc Rosès qui est le port dont je vous parlais, avec la citadelle qui était au début, qui n'était pas encore une citadelle, hein, qui était juste un petit village grec. Par la suite, les Romains sont venus et ont construit en partie les bains avec les thermes. Hein. Quand on dit thermes, il faut comprendre le bain chaud, le bain tiède, le bain froid et le bain très chaud. Il y a quand même tout un système, tout ça avec des systèmes de briques. Avec ça, je vous invite à aller voir à Carthagène. Non, c'était à Carthagène. Hein. Carthagène, il y avait des magnifiques thermes. Mais Carthagène, c'est peut-être une des ruines antiques, entre guillemets, vestiges antiques les plus incroyables que j'ai pu voir. Pas de ma vie, hein, parce que j'ai vu des choses incroyables. Mais en général, c'est quand même, ça fait partie du très haut, notamment parce que c'est tout frais et que ça a été découvert il n'y a même pas 10 ans et que tout est enfin je sais pas, c'est vraiment, tout est encore un peu à découvrir et tout, c'est vraiment incroyable. Donc je vous invite à aller à Carthagène, vraiment. Voilà, on reparlera de Carthagène dans la prochaine vidéo, puisque dans une prochaine vidéo je vous parlerai du top des meilleurs endroits que j'ai pu découvrir en faisant le tour de l'Espagne. Ça c'est sûr que maintenant on arrive à la fin. Cadaqués sera mon dernier mouillage, ma dernière escale en Espagne avant d'arriver en France. Donc on va pouvoir enfin débriefer de là-dessus. Voilà, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, je vais quand même continuer avec Rosès parce que c'est pas fini. Hein. Dites-vous qu'au même endroit par la suite, parce que c'est un endroit particulier, c'était pile entre deux rivières, mais vraiment qui étaient très proches. Donc vous aviez une rivière à droite, une rivière à gauche, caché des montagnes, protégé du vent, et avec une baie qui protège, avec accès à la mer et tout. Enfin, c'est un endroit forcément à la base idyllique pour construire les premiers villages. Hein. De toute façon, vous voyez bien que aujourd'hui les grandes villes, mais précédemment les premiers villages, premières villes, premières fortifications, c'est toujours dans les meilleurs endroits en soi, c'est-à-dire proche d'un fleuve
qui se jette dans la mer ou proche d'un cours d'eau qui se jette dans la mer, ça c'est sûr, et protéger des montagnes. Ça, que ce soit militairement parlant ou au niveau même du développement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, quoi. Voilà, donc par la suite sont arrivés, alors j'ai plus tout l'ordre hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, mais je crois que par la suite c'est le monastère. Je crois que dans l'ordre on avait fait le monastère hein, et vu qu'on avait fait dans l'ordre chronologique, donc je crois qu'après c'est le monastère. Donc vous avez un magnifique monastère, enfin magnifique, attention hein, vous attendez pas non plus à une cathédrale hein, mais un beau monastère en pierre, construit de pierre, et avec quand même, il est, disons que voilà, il est très beau parce que, enfin, il n'est pas le truc sublime, etc. Parce qu'il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de marbre et tout, comme on peut voir dans les églises la plupart du temps. Mais par contre, il est très très beau parce qu'il est justement fait tout en pierre et avec une coupole faite avec toutes des petites pierres bien placées, etc. Il y a vraiment enfin, il faut le voir pour le comprendre. C'est vraiment placé à des d'une façon vraiment géométriquement parfaite, quoi. Vraiment c'est assez beau à voir, de voir à quel point les hommes ont pu mettre à 30 mètres au plafond des petites briques imbriquées, des petits cailloux imbriqués pile dans les bons sens pour que ça fasse quelque chose d'une de joli, de deux de parfaitement sphérique et de trois de costaud, quoi. Donc c'est quand même assez joli à voir. Ce monastère est pas mal. Voilà, par la suite vous avez une cité médiévale qui a été construite à l'époque médiévale. Tout ça c'est au même endroit hein. C'est une espèce de grand parc en soi, et d'un côté vous avez les Grecs, de l'autre côté vous avez les Romains, un peu plus loin vous avez le monastère, un peu plus haut, et un peu en contrebas vous avez la cité médiévale où là c'était surtout des habitations. Et la dernière chose qui a été construite, c'est donc la citadelle à proprement parler, avec les murailles qui étaient tout autour. De mémoire, je crois qu'il y avait une première muraille et que par la suite il y a la muraille définitive qu'on voit aujourd'hui, qui ressemble étrangement à une muraille Vauban, très étrangement, comme deux gouttes d'eau. Et donc je suis arrivé dans cet endroit là et j'ai dit ah mais ça je connais, ça je connais, moi qui ai vécu en Charente-Maritime. Ça c'est la pâte Vauban. Donc si c'est pas Vauban qui l'a fait, c'est un mec qui a pompé sur Vauban. Et on regarde, on se renseigne et tout, on continue un petit peu à réfléchir au sujet. Et qu'est-ce qu'on voit? Et ben on voit que la personne qui a construit cette citadelle, et ben elle était née, enfin elle a vécu avant Vauban. Donc à vérifier, attention à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas creusé le sujet, mais ça a l'air intéressant. À vérifier, apparemment Vauban aurait pompé sur quelqu'un, quoi. Les fameuses citadelles Vauban dont seul lui avait le secret, les citadelles imprenables, etc. Ça m'a l'air un peu inspiré, hein. Ça m'a l'air un peu inspiré. À creuser, peut-être un jour j'aurai un peu plus de réponses, je vous en reparlerai, je tiendrai à jour. Mais voilà, regardez le Cap Créus, notre baie elle est juste là-bas, hein, donc on n'est pas pressé, hein. Je ne me suis pas jeté sur le Genoa parce que j'ai vu qu'on avançait quand même. Et là, bah écoutez, on est parfait, on a encore un peu de temps, donc on n'est pas pressé d'arriver, quoi. Ce que je veux juste c'est arriver 2 jours pour pouvoir choper une bouée 2 jours, c'est tout. Voilà, écoutez, voilà pour Rosès. Dans la ville, après il n'y a pas grand chose d'autre je crois, mais c'est quand même assez riche et intense, et c'est très bien préservé. La balade c'est 3 ou 6 euros à chaque fois. En Espagne c'est vraiment jamais cher, tout ce qui est vestiges. Des fois c'est gratuit et des fois c'est pas cher. Donc voilà, je vous invite, si vous allez à Rosès, évidemment c'est le truc à ne pas rater, c'est de faire la visite de la citadelle qui est en plein milieu de la ville en plus. Et c'est d'un coup vous retrouvez au beau milieu de la nature, il y a des oliviers de partout, il y a des cyprès, etc. C'est très méditerranéen, quoi. Et la citadelle est assez haute pour vous faire oublier tous les bâtiments qui sont autour, les murailles. Donc ça fait une enceinte comme ça de préserver du temps. Voilà, un petit peu comme l'été. Comment j'ai pu oublier ce nom? Paestum, voilà, mais ça on en reparlera une autre fois. Voilà,
écoutez, on va s'arrêter là-dessus, ça fait déjà 50 minutes. L'idée c'était quand même de vous tenir un petit peu au courant de par où était passé Saori, quelles ont été les escales. Voilà, les escales mémorables entre Valence et la France, ça a été clairement La Rapita, Rosès et sûrement Cadaqués. Voilà, le reste c'est vrai que bon, il y a eu des endroits, et Tarragone c'était sympa aussi. Tarragone, faut quand même le noter. Voilà, moi qui suis aujourd'hui un petit peu à la conquête des ports antiques méditerranéens, tout peuple confondu, que ce soit les Puniques, les Grecs, etc., etc., les Romains, les Phéniciens ou je ne sais quoi. Du coup, tous ces gens-là, à l'époque, il y a 2000 ans, même plus de 2000 ans, ils sont venus ici, ils ont traversé la Méditerranée, ils sont venus à certains endroits stratégiques, ils ont construit des ports, et des ports qui aujourd'hui existent encore. Le port d'aujourd'hui maritime est peut-être un petit peu déplacé, complètement reconstruit, etc. Ils n'ont plus rien à voir avec à l'époque, mais le lieu, la ville qui est construite autour, c'est construite autour de cet endroit stratégique, ce port stratégique. Donc c'est des escales qui attirent un petit peu plus mon attention que d'autres, avec lesquelles j'ai un petit peu plus d'affinité et qui me permettent de profiter de la Méditerranée pleinement et d'avoir un vrai but, puisque sinon c'est très vite yacht, luxe et compagnie, quoi. Et ça, bon, c'est pas très marin, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Ces bateaux là, ils ont rien de marin. On se demande même qu'est-ce qu'ils font sur l'eau, quoi, des fois, hein. C'est les gros yachts de luxe là, on voit vraiment que c'est juste pour avoir un hôtel sur l'eau, quoi, et que ça s'arrête là. Et pour avoir ça, ça demande quand même beaucoup d'eau, bon, sans parler même de la construction qui est déjà une chose. Mais après, vu qu'il faut qu'il soit tout le temps propre, ça consomme beaucoup d'eau, consomme beaucoup d'électricité pour que tout soit bien lumineux jour et nuit, et ça consomme énormément de carburant pour pouvoir déplacer ces monstres, quoi. Et la plupart du temps, c'est encore si c'était des bâtiments de 18 mètres de haut, 100 mètres de long et que ça accueillait 150 personnes, c'est une chose, mais souvent ça accueille personne. C'est-à-dire les seuls gens qui sont à bord de ces yachts, c'est le personnel qui est en train de nettoyer, etc. Le capitaine du bateau, qui n'est pas le propriétaire, qui est un capitaine loué, enfin payé, quoi, sous contrat, lui il arrive qu'au dernier moment pour démarrer le bateau en soi. Les propriétaires, eux, ils sont là 3 jours par an. Et donc qui reste à bord, à part le mec qui maintient propre une superficie de un terrain de tennis, un terrain de football, pardon, nickel chrome avec les chromes, etc., plus tous les produits qui vont avec, etc. Ça se nettoie pas que à l'eau, hein, ces trucs là, hein, donc il faut bien... Bref, je sais pas pourquoi on en arrive là. En tout cas, c'était pour vous dire que au milieu de ce luxe et cette pollution qui va avec, hein, parce que ça pollue beaucoup, pas forcément le luxe, mais ces ports balnéaires avec ces plages construites, etc. C'est clairement là où on voit le plus de pollution. Forcément, c'est là où il y a le plus de tourisme, le plus de passages, plus ces yachts, etc. Ça n'a aucun sens sur l'eau aujourd'hui. En tout cas aujourd'hui, peut-être que ça avait un sens à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc je reste assez attentif sur ces petits ports qui des fois sont devenus des gros ports, mais sur ces ports historiques un peu plus que tous ces ports Marbella, Saint-Tropez et compagnie, et puis d'autres, hein, même les ports de luxe à Barcelone, et des yachts, on en a vu sur la Costa Brava, on en a vu à ne plus savoir quoi en faire. Ils sont à la queue leu-leu. Il y a des ports tous les 20 000, il y a un port, et tous les ports, il y a des yachts de luxe énormes qui sont vides, inhabités. Bon, comme les autres bateaux, hein, même les petits sont vides, inhabités. Mais du coup, pourquoi, quoi? Du coup, pourquoi? Louez-le. Si c'est pour faire 2 jours de yacht par an, louez-le. Je sais pas pourquoi acheter. Enfin bref, on sait pourquoi malheureusement, et c'est pas pour les bonnes raisons. Voilà, écoutez, nous voici à la fin du périple. On est arrivé jusqu'à Rosès. Je vous ai tout raconté.
Maintenant, tout le reste, c'est du nouveau. On le partagera ensemble, je pense, pour la plupart. Je pense qu'on naviguera en France un petit peu ensemble. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouverai plus tard. J'ai envie de discuter un petit peu. Il y a deux choses que j'ai envie de partager. C'est la première, ça va être un petit peu un résumé du tour de l'Espagne. Donc ça aussi, ça va prendre du temps. Donc il va falloir que je recharge toute la GoPro à fond. Donc un petit résumé de tout ce que j'ai pu vivre, l'ambiance, etc. et tout. Il y a certaines choses, je vais me répéter, mais c'est sûr que ça vaut le coup de faire un petit résumé final pour ceux qui n'ont peut-être pas tout suivi. Et peut-être aborder un petit peu une deuxième vidéo. Si j'ai le courage, je vous ferai une deuxième vidéo sur la vie en mer, la pêche, les cargos, etc. Un peu la situation d'aujourd'hui de la mer, que ce soit l'océan et la mer. Là, j'ai pu voir les deux. La mer Méditerranée, je la connais pas encore assez bien. Je connais pas encore bien ses souffrances, entre guillemets. Mais j'ai quand même bien parcouru pas mal de choses, même si la plupart c'est invisible et c'est en se renseignant qu'on l'apprend. Donc voilà, moi j'ai quand même appris pas mal de choses sur cet environnement-là, l'aimant et le respectant au maximum. J'essaye de faire au mieux pour le respecter, le préserver de mon côté. Et peut-être pour ceux que ça intéresse, aborder un peu le sujet pour voir un petit